Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine et que de péripéties la semaine dernière, on a pas mal de choses à vous raconter. Pour commencer, on a visité, oui, c'est une maison de village dans une ville où on a déjà un bien en fait, même deux biens. On a un ensemble de bureaux et un immeuble de rapport qu'on loue en habitation. Et effectivement, je sais pas pourquoi c'est toi, Jules, qui l'avais vu l'annonce, non? Non, j'ai pas vu l'annonce. En fait, je l'avais raconté, je crois, il y a 15 jours. Ah oui, Je c'était pas suis quand t'étais sorti de allé voir la le truc de rue, villa, ouais. d'avoir visité l'immeuble d'un des investisseurs qu'on Oui, oui, accompagne. oui. Et en fait, juste en face, il y avait un panneau à vendre sur une façade avec un immeuble, enfin sur une belle façade en plus. Et du coup, comme c'était une agence immobilière qu'on connaissait, je suis allé voir sur le site de l'agence, hein, j'ai facilement retrouvé l'annonce et du coup, je les ai appelés. On a refait une visite du coup avec une agent immo qu'on avait rencontrée il y a Elle quelques était années. alternante à l'époque en plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Elle était alternante quand elle nous avait accompagnés sur l'acquisition d'un des immeubles dans cette ville-là. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Donc on avait quelques infos avant la visite. On savait que c'était une maison de village. Ça fait 135 mètres carrés plus un garage qui doit faire 60 mètres carrés à peu près sur 3 étages, plus un demi-étage dont on reparlera. Donc je pense que c'est un peu intéressant qu'on fasse le débrief de cette visite et de vous montrer un peu comment maintenant avec notre expérience d'investisseur, quand on peut visiter un bien comme ça, on peut aller voir si c'est un banger ou voir tous les éventuels problèmes qu'on aurait et de pouvoir savoir si on se lancerait ou pas dans cette OP là, ou en tout cas si cet immeuble vaut le cas ou pas. Tu veux en parler un petit peu déjà Ouais. de toi, de ton Moi, je ressenti? pense de mon ressenti, en vrai, c'était plutôt positif, je dirais, dans l'ensemble. Je trouve qu'il y a du potentiel. Après, sur le moment, j'étais dubitative mais au final, en y réfléchissant un peu plus, en vrai, il y a quand même du potentiel. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est bien agencé dans le sens où on peut diviser facilement. C'est-à-dire que les appartements potentiels s'emboîtent, comme une maison de village, vu que c'est des étages à chaque fois, où il y a quand même l'eau à chaque fois, il y a l'électricité, bon, sauf au dernier étage, mais il y a quand même l'électricité. Et il y a moyen de diviser à chaque fois les appartements, ça allait. Ce qui m'a un peu déchauffée, c'est qu'il y a du coup potentiellement un des appartements qui est pas du tout lumineux. Et on sait qu'il y a un permis de louer parce qu'on a déjà un immeuble de rapport dans cette ville. Alors même si la rue n'est pas concernée, je serais pas étonnée que elle soit concernée les années qui arrivent. Et ça, par contre, pour le coup, ouais, ça m'a un peu déchauffée. Mais le dernier étage, en fait, c'est le grenier, je pense. Donc c'est sous toiture carrément, mais ça me fait moins peur, tu vois. Moins que la pièce sombre. Donc ça dépend, parce que le prix, il est quand même attrayant. Il y a moyen de faire des belles choses. Donc je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, un peu comme toi, partagé dans le sens où, effectivement, les plus, c'est qu'en fait, on a déjà un escalier qui va jusqu'au dernier étage, qui est plutôt large, hein, franchement. Ouais, qui dessert tout, ouais. On a connu plus serré comme escalier de partie commune dans un immeuble. Donc, en soi, ça, c'est souvent un peu le problème, c'est que quand vous êtes dans une maison de village et que si vous n'avez pas de partie commune, vous devez les créer, vous perdez beaucoup de surface. Donc là, entre guillemets, on n'aurait pas de perte de surface sur l'existant via cet escalier qui existe déjà. On a un grand garage au rez-de-chaussée qui doit faire à peu près 60 mètres carrés. Je pense qu'on peut rentrer 2 voitures dedans avec un portail électrique, donc ça se loue pas mal. Ouais, ça c'est un point fort parce que dans la rue, il y a vraiment galère pour garer. Donc, Tout à fait. Après, du coup, la famille qui vivait là actuellement, elle vivait au premier étage. Au premier étage, c'est à peu près un appartement T3 qui doit faire une soixantaine de mètres carrés, je pense. C'est en enfilade en plus. Ouais, toutes les pièces sont en enfilade. Ce qu'on réfléchissait éventuellement, c'était de faire 2 petits T2 de 30 mètres carrés sur cet étage-là. Et éventuellement, il y a une salle de bain qu'on pourrait quasiment conserver en l'état parce qu'elle est dans un état pas mauvais. Le seul truc qui nous embête, c'est qu'il y a les cloisons, c'est de la briquette. Et je sais pas si c'est semi-porteur ou pas, donc ça sera à faire vérifier avec un maçon parce que ça dépend pas mal des pièces qu'on peut aménager et du coup de la superficie qu'on peut avoir sur des appartements. Donc la question qu'on se posait, c'était est-ce que cet étage-là, on le gardait comme un T3 ou est-ce que le divisait en 2 petits T2? Ça, c'était première question qu'on devait régler. Ensuite, le dernier étage, qui sont des combles, mais où il y a vraiment une belle surface. Au plafond, ouais. Franchement, j'avais pas le laser avec moi, mais franchement, vu de nez, on a au moins 3,40 voire Ouais. 3,50. Donc en vrai, on a large de quoi faire une sous-toiture, une isolation, un plafond. Enfin vraiment, on a de quoi faire Ça se dispose bien aussi. Quand tu montes de l'escalier, tu peux créer un mini couloir pour que chacun pour desservir gagne, 2 apparts. ouais. On a 5 menuiseries. Donc Ouais. franchement, entre C'était guillemets, lumineux. voilà, tu fais 2 T2 et en plus, comme t'es au 2e étage, t'es orienté sud-est.
Donc honnêtement, c'est bien éclairé. Donc ça franchement c'est cool. Après forcément c'est brut, hein, on doit tout créer de A à Z. Donc forcément c'est aussi, parce que tu disais on a les legs à tous les étages, oui, mais je veux dire dans tous les cas on doit refaire de zéro les legs parce qu'on va devoir mettre une pour colonne et les diviser, hein. visser, etc. Donc là on faisait 2 appartements et juste je suis un peu comme toi, le principal point noir c'était le demi-étage. En fait il y a un demi-étage qui en soi est en copropriété avec l'immeuble d'à côté. Ouais, dingue, Sauf ce qu'en fait truc-là. la copropriété n'existe pas, mais d'un point de vue juridique elle devrait y être parce que entre guillemets sur le demi-étage il y a un étage par-dessus qui n'appartient pas à cette famille-là. Donc je sais pas, à mon avis c'est les vieux immeubles qu'on a redivisés. Quand vous savez à l'époque il y avait des héritages, souvent les familles en fait elles se redivisaient les immeubles. C'est pour ça que des fois dans les vieilles villes vous avez des trucs qui sont imbriqués et ça n'a pas de sens. Notamment vous avez ce demi-étage là et où on voit déjà le début des ennuis parce qu'il y a une infiltration au Ouais, niveau d'un des murs. l'infiltration Bon, d'eau, ouais. rien de problématique à régler, mais voilà, ça prouve déjà que faut quand même demander aux voisins pour pouvoir intervenir chez lui et régler ça. Et on avait grosso modo un grand T2 à faire, donc pareil avec une salle d'eau, un grand salon et une chambre. Le problème c'est que là au niveau de l'orientation on est nord et Il y a pas moyen de créer plus grand en ouais, fenêtre, on ni peut d'en rajouter, ni rien du On tout? pourrait peut-être voir pour agrandir les ouvertures avec un maçon, mais le problème c'est que comme on est mal orienté et qu'en fait on est derrière le bâtiment entre 2 immeubles, vraiment la luminosité est mauvaise. Bon, on y allait en hiver, un jour où il faisait pas spécialement beau, mais c'est vrai qu'entre guillemets ils étaient sombres. Et deuxième point qui m'embête, c'est qu'en fait ils ont mis un espèce de faux plafond En lambris, ouais. alors c'est pas du lambris, c'est un espèce de bois, c'est un nom, hein. Si vous voyez ce que c'est vous avez ça sur les murs dans les appartements au ski. Sauf je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur le Ouais. plafond, je pense que c'est pour isoler un petit peu. Et le souci c'est qu'en termes de hauteur, Ah, on est bas, ouais. on est bas. On est bas et on est pentu, en fait, Non, c'est que le truc s'affaisse. Ah d'accord, OK, parce que moi j'avais l'impression que du coup on penchait vers, le Non, c'est fond parce que et le truc s'affaisse, c'est justement en fait il faudrait sonder ce machin pour voir ce qu'il y a derrière et voir si on peut récupérer de la hauteur ou pas. Sinon cet appartement-là, vraiment comme tu disais, il est pas top. Autre point noir que t'as pas mentionné, et je pense que c'est sans doute ce qui fera qu'on n'irait pas sur cette OP-là, c'est Amiante. la toiture en amiante. Donc bon, entre guillemets, elle est étanche, mais voilà, nous on n'aime pas ça parce qu'entre guillemets, c'est des futurs problèmes et que idéalement sur un truc comme ça, en fait, il faudrait la déposer et remettre une vraie toiture. Mais j'ai peur que si on met tout bout à bout, malgré que le prix soit très attractif, avec le budget travaux et surtout la toiture, je sais pas si on s'y retrouve. Donc entre guillemets, il y aurait pas le red flag de la toiture et ce demi-étage qui est Moyen. moyen voire perdu. Franchement, ça aurait été un banger. Donc on va réfléchir, mais je pense qu'on peut trouver mieux. C'est surtout ça en fait qui nous Parce que déchauffe, c'est en que je soi, pense c'est qu'on peut plutôt avoir quelque pas mal. chose enfin, c'est le type de bien qu'on recherche un petit peu en ce moment. Si on devait faire de l'habitation, ça serait un truc comme ça. Ça ressemble un peu à un chantier comme ce qu'on a fait avec l'hôtel. Mais bon, dans l'Hérault, forcément. Et lui, il cochait quand même pas mal de cases, mais c'est vrai que là, du coup, on peut dire le prix ou pas? Oui. Oui, j'ai dit que c'était à Ah 87 000. voilà, 87 000. En plus, c'est négociable, même si on le paye, allez, 70. Parce que je pense qu'il y a une négo, mais il n'y a pas une négo non plus gigantesque. Oh, je pense qu'on aurait même pu aller chercher un peu en dessous, mais le problème c'est que je sais pas si avec tout le budget travaux qu'il faut mettre Ouais. dedans. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que du coup, au niveau des loyers qui rentrent, on s'y retrouve? Bon, je sais pas. Ça, je pense qu'effectivement, t'as raison, on peut trouver mieux sur Voilà, ce c'est ça, cas. c'est ça, c'est ça. C'est que ça aurait pu, mais voilà, c'est comme on peut trouver mieux. Ça- Mais c'était intéressant de quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas visité un immeuble. Ouais, j'allais dire, en vrai, ça nous hype un peu de revisiter des trucs là en ce moment. Là, c'est le troisième qu'on visite Qu'on visite en quelques semaines, ouais. et surtout qu'on a fait, enfin bon, vous le savez, on a un immeuble qui est en cours d'acquisition, dont on vous en avait parlé maintenant il y a quelques semaines, mais ça a mis un peu de temps avec les signatures chez les notaires. Mais on n'a pas fait d'acquisition sur de l'habitation depuis quasiment 2 ans maintenant. Ouais. On a fait que des commerces depuis, Ouais. enfin que des opérations locaux commerciaux. Et c'est pour ça que ouais, ça nous réchauffe un peu de partir là-dedans. Donc je pense qu'on va voir si on trouve pas mieux. De toute façon, ce truc-là est à la vente depuis 6 mois. Je pense que dans 6 mois, il sera encore à la Je vente. crois qu'elle a dit qu'il n'y avait pas eu d'offre en plus. Hein. Ouais, Elle avait eu des visites, mais pas d'offre. Et je pense que les gens viennent. Enfin, Je suis pas étonné parce que le problème c'est que soit c'est des investisseurs comme nous qui vont essayer de vite les mêmes trigger voilà, warnings. qui voient les mêmes problématiques que nous, hein. Faut dire, faut pas se mentir. Les 2 problèmes qu'on a identifiés, même des investisseurs débutants le verraient. Par contre, sinon ça peut être quelqu'un, tu sais, qui veut voilà, quelqu'un qui a un petit budget pour faire une maison de village et qui veut habiter là-bas. Et à ce moment-là, il a juste à rafraîchir et il peut se créer. Enfin, entre guillemets, tu peux faire une maison de village de 130 mètres carrés, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc voilà pour la visite. Tu eu un rendez-vous à la banque ensuite cette semaine? Tout à fait. Parce que du coup, nous, on est là, on visite des trucs et tout, mais il faut bien les faire financer. Actuellement, on a fait 2 offres du coup, dont une acceptée, sur un bien, qu'on vous avait montré, je crois que c'était en septembre qu'on l'avait visité. Vous pouvez regarder sur la Flouserie, il y a un onglet, une story à la une, visite, on vous le montre et cetera. Et du coup, tu allé voir, notre banquier pour être un de nos banquiers, parce qu'on a plusieurs banques, mais celui-là, c'est vrai que, c'est lui qui nous finance les principaux, enfin là, le dernier, c'est lui qui les a financés. Donc, voir ce qu'on peut faire, parce qu'on a une situation qui a un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Et qu'est-ce que ça a donné du coup? Bah justement, ce qui est marrant, c'est que du coup, on ne respecte pas du tout le conseil qu'on vous donne de toujours y aller avec un compromis signé et un dossier complet. Mais c'est aussi pour vous montrer que des fois, en fonction des situations, il faut agir différemment. Alors pourquoi est-ce qu'on donne ce conseil de toujours aller voir la banque avec le compromis signé et le dossier complet? C'est parce qu'on fait pas travailler le banquier pour rien et qu'entre guillemets, la plupart du temps, quand on donne ce type de conseil, ça s'adresse souvent à un primo-investisseur, quelqu'un qui va investir pour la première fois ou qui vient de faire son premier investissement et qui se lance sur le deuxième. Et entre guillemets, il faut mettre toutes les chances de votre côté parce que vous avez souvent une situation qui est pas très sexy. Sauf au cas si vous gagnez 10K par mois, c'est génial. En général, normalement, vous n'avez pas besoin de trop de conseils pour vous faire financer votre opération. Mais en général, ça va plutôt être pour, on va dire, tous les autres qui ont pas forcément la chance d'avoir des revenus particulièrement importants ou de déjà avoir un patrimoine qui soit financier ou immobilier. Et il faut faire un petit peu patte blanche pour avoir son crédit. Nous, aujourd'hui, on a une situation un petit peu différente parce qu'entre guillemets, on a quitté les éventuels plafonds qu'on peut avoir quand on commence à investir dans l'immobilier, où le banquier va nous mettre un premier plafond, nous dire les fameux 35% des critères HCSF, non, vous n'avez pas encore de patrimoine, non, vos opérations immobilières sont trop récentes. Nous, on a quand même des biens maintenant qui fonctionnent depuis pas mal d'années. On a beaucoup de loyers tous les mois qui sont encaissés de manière régulière, puis les banquiers le voient, hein. On a des SCI qui encaissent 6 chiffres de loyers par an, donc forcément, entre guillemets, ils voient bien que ça fait du flux et ces outils le remonte, plus forcément là on revend quelques biens, donc on va récupérer du cash. Donc on va dire que nous on n'a plus une situation d'investisseur débutant, on doit forcément faire patte blanche pour avoir un financement. La strat est un petit peu différente, surtout que là entre guillemets on est moins dans le cas où on veut absolument aller voir le banquier pour avoir 110%. Si par exemple vous en avez voulu avoir un 110%, j'aurais éventuellement attendu d'avoir signé le compromis, d'avoir tous mes éléments et de venir un petit peu coincer le banquier en mode regardez comme c'est un banger et il me faut un 110%. Là, entre guillemets, je suis en mode bon, on vend des OP, on va réinvestir. Donc, entre guillemets, on fait plus d'apports. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller voir la banque? Parce qu'entre guillemets, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'on soit finançable, mais je voulais voir avec lui comment est-ce qu'il entendait nous financer. Est-ce qu'il préférait, par exemple, qu'on mette Une en cash et l'autre une en cash financée et que ou par exemple l'autre on fasse un ouais. financement à 100% ou qu'on partage un petit peu l'apport sur les deux. Et le rendez-vous s'est tellement bien passé qu'il m'a même dit à la limite gardez votre cash pour l'instant, on va voir si on peut pas les faire financer de manière plus importante avec le délégataire. Donc c'est pour ça que j'y suis allé et le rendez-vous s'est extrêmement bien passé parce que justement je suis ressorti en mode finalement on aura même du cash pour faire une troisième OP. J'ai même déjà glissé au banquier qu'on avait une troisième OP qui allait arriver début d'année prochaine mais qu'on n'avait pas encore trouvé le bien. Ah oui, j'allais dire, là je faisais les gros yeux à Julien, j'étais là: «Ah bon?» Ah bon? En soi, si on a visité un truc lundi et que ça avait matché, Ah oui. j'aurais peut-être déjà même pu lui parler d'une troisième OP. Donc voilà, c'était un petit peu pour ça que j'y allais et pour savoir si entre guillemets on avait besoin de chercher un autre partenaire bancaire ou si la relation qu'on avait avec lui était toujours bonne. Donc la relation est toujours bonne. Donc voilà, c'est pour vous montrer que des fois en fonction des cas, faut s'adapter, hein, tout simplement. Et le rendez-vous s'est très bien passé également parce que comme on a eu un changement professionnel, je voulais en parler avec lui, surtout qu'il savait que j'ai été banquier et que du coup je voulais expliquer pourquoi maintenant je l'étais plus et qu'est-ce qu'on faisait. Évidemment, je lui ai dit, je sais qu'on a plus de CDI, que ça fait un peu une différence pour la banque. On en a un peu discuté. Les opérations sur lesquelles on va aller, elles sont quand même très raisonnables, hein. Je veux dire, il y a un On bien n'est pas qui sur fait des gros montants non plus, hein, allez, franchement. il y en a un bien qui fait 170 000 à peu près et l'autre il sera à 110, Ouais, 115 110 je m'attends, ouais. en fonction de la négociation parce qu'il est toujours en négo. Vous savez, c'est le fameux appartement Airbnb dont on vous a parlé la semaine dernière. La négo est pas encore finie parce qu'on gratte tout ce qu'on peut gratter. Et du coup, avec le banquier, voilà, c'est des petites OP. Il m'a dit voilà, même si c'est vrai que votre dossier bancaire est peut-être moins sexy qu'il y a un an, entre guillemets, on verra comment on peut vous suivre. Mais le fait que vous fassiez de l'apport, en fait, ça facilite tout. Donc ça aussi, c'est une question aussi qu'on nous pose beaucoup, c'est comment vous faites pour être finançable quand on n'a plus son CDI. C'est évident qu'il faut quand même une activité professionnelle, hein. On va arriver avec le bilan de notre entreprise La Flouserie Ouais. sur la première année.
évidemment, le banquier, il préférait qu'on ait 3 ans de bilan, ça c'est sûr. Mais bon, on les a pas, donc on va pas les Quelle inventer. grâce que je sois comptable et que on va pouvoir Voilà, on pourra lui donner sa petite sa situ s'il la veut, et son ou petit et son prévisionnel. prévisionnel, parce qu'il faut cocher le prévisionnel. Bah, allons-y. Exactement, mais au moins, entre guillemets, comme on fait un peu plus d'apport, ça sécurise la banque, parce qu'entre guillemets, même si les banques font pas des prêts à la garantie, qu'il faut toujours des revenus pour pouvoir avoir un crédit, le fait que vous fassiez plus d'apport, ça sécurise pas mal le banquier, et je pense que on verra, mais quand je retournerai le voir, à mon avis, on va essayer de rester sur un 20% d'apport. C'est Oui. pas énorme, Bah, de toute mais c'est manière, raisonnable à la fois pour lui et pour nous. Puis nous, on s'y attendait, hein. Franchement, quand on y allait, moi, je m'attendais à ce qu'il demande 40%, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est aussi pour Donc, ça. on n'était pas des lulus, hein, mais là, du coup, c'est plutôt une bonne surprise, ce rendez-vous, j'avoue. C'est une bonne surprise. Donc voilà, donc on crie pas encore victoire trop tôt parce qu'on n'a pas les offres de prêt, mais en tout cas c'est un rendez-vous qui s'est bien passé, et c'est bien aussi qu'on vous en parle parce qu'on vous parle énormément de gestion de notre parc, de tout ce qui peut nous arriver sur la figure, sur nos différents investissements. Là, cette semaine, on reparle un peu de positif, de visite, de projection sur de nouvelles opérations C'est que moi, ça m'a et de un peu rendez-vous bancaires qui se passent bien. Ouais, mais tu sais que ça m'a un peu hypé, là, les visites qu'on a fait et tout. En vrai, c'est cool parce que vous savez, on a eu quelques galères là, les 2 dernières années. En vrai, c'est bien, ça permet de passer un peu à autre chose, de continuer un peu à se faire la main, parce que c'est vrai que du coup, je crois qu'on connaît personne dans notre cas au niveau du patrimoine et surtout du financement, comment est-ce qu'on s'adapte, etc. Oui, Donc, en plus, c'est surtout qu'au bout d'un moment, tu sors, entre guillemets, j'ai l'impression qu'on est à l'aveugle là. Tu sais, on va voir comment est-ce qu'on. Toi, t'as le recul de tes anciens clients qui j'ai le étaient en recul, banque voilà. privée, Après, tu vois, entre mais guillemets, autant quand tu commences à investir, t'as des situations qui peuvent être similaires, hein, on va pas se mentir, on a plusieurs investisseurs qu'on accompagne qui ont quasiment la même situation, qui des fois ont le même job avec quasiment le même revenu, ça arrive. Donc entre guillemets, les recettes sont les mêmes. Nous, c'est vrai qu'on est dans un cas où même si on va connaître d'autres investisseurs qui ont à peu près notre patrimoine ou à peu près notre nombre de lots, on n'a pas les mêmes activités professionnelles, on les a pas recréées au même moment, on n'a pas le même passif non plus en termes d'investissement, en termes de relation avec ce banquier-là, en termes de patrimoine plus ou moins arbitré pour l'instant. Donc évidemment, comme tu dis, on avance à l'aveugle entre guillemets parce qu'on n'a pas de, je veux dire, on suit pas de protocole ou de protocole, où on suit pas ce que quelqu'un a fait avant nous là-dessus, mais c'est évident qu'on part pas de zéro, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un point avec le banquier. D'ailleurs, le banquier, il a pas eu l'impression que je lui ai fait perdre son temps, bien au contraire, surtout que pour la petite anecdote, c'est un banquier où je lui ai fait quelques jolies recommandations sur des investisseurs avec qui on travaille, qu'il a pu financer, donc forcément il est content de relations commerciales. Voilà, de relations, il c'est un peu gagnant-gagnant, et même bon, même si on en a pas, j'ai toujours dit que le banquier, vous avez une relation, c'est comme quand vous faites un date. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez glisser plein de sous-entendus, mais tu peux pas dévoiler ton jeu, sinon tu casses la magie. Et le banquier, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pas lui dire cash, oui, mais de toute façon, je vous ramène des recommandations, ça vous fait plaisir, tu vois, parce que sinon vous cassez la magie du truc. Mais entre guillemets, vous lui laissez sous-entendre que vous travaillez ensemble, ce qui est vrai, et lui vous dit qu'il le comprend, qu'il l'entend aussi, donc vous êtes compris. Voilà, c'est comme ça qu'il faut négocier avec le banquier. J'ai détesté ça, hein. C'est pour ça que j'ai quitté la banque. J'aime pas les faux semblants. Moi, je suis quelqu'un qui parle cash. Ouais. Alors, entre guillemets, un peu les pincettes. à l'époque où on a fait nos premiers dates avec Marie, là, forcément, tu joues un peu le jeu, hein. Et j'ai joué le jeu à l'époque. Un peu le contraire. Mais voilà, sinon, moi, c'est pas quelque chose que j'aime dans la vie. Je préfère quand les relations d'affaires, elles sont cash et bien établies. Mais malheureusement, étant donné que je sais que le monde bancaire fonctionne comme ça, on est obligé de se plier un peu au jeu des faux semblants et des flatteries, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir du cash, et que de toute façon, que ce soit du business, de l'investissement, de l'immobilier, ce que vous voulez, sans argent, vous faites rien. Il est vrai. T'as un de nos investisseurs qui a une remarque un peu rigolote cette semaine. Ah ouais, franchement, déjà, dédicace à eux parce qu'ils vont se reconnaître. Je sais qu'ils écoutent le podcast chaque semaine, et franchement, je leur ai dit plusieurs fois, et je leur redis encore bravo pour tout ce qu'ils ont fait dans cette dernière année, parce que ils sont sur 3 opérations financées, une 4e qui devra arriver en 1 an. Donc ça fait partie un peu des profils. Donc là, on est à fond dans le biais du survivant. Tu vois, vous savez, le biais du survivant, c'est entre guillemets, vous vous identifiez à quelqu'un en vous disant, ok, il l'a fait, je peux le faire. Sauf que des fois, il y a quelques paramètres qui font que ça pourra pas toujours se passer pareil. Et entre guillemets, c'est évident que tout le monde ne peut pas faire 4 opérations en 1 an. Il faut un contexte particulier. Il faut surtout beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et beaucoup de travail. Ce qu'ils ont donné dans cette dernière année. Et du coup, ils ont obtenu, avant que je revienne sur la négo, hein, ils ont surtout obtenu leur 3e 110% d'affilée. Ça aussi, en plus,
J'aime pas vendre du rêve aux gens. Je dis toujours le 110%, j'explique comment ça fonctionne, je dis que c'est possible, mais je dis que c'est très rare et que c'est compliqué à avoir. Ils ont réussi à avoir 310% d'affilée. Donc bon, ils ont des revenus, ils ont une situation personnelle qui attire les banques, c'est évident. Hein, c'est pas, tu n'as pas 310% en étant au chômage. Hein, je vais pas. Tu vas pas mentir, quoi. Voilà, je vais pas mentir là-dessus, mais ça reste exceptionnel. Même s'ils ont un beau profil qui attire les banques, ça reste exceptionnel parce qu'ils ont beaucoup de banquiers qui leur ont fermé la porte et qui leur ont dit vous n'aurez jamais vos 110%. Ils se sont pas formalisés, ils ont continué à se bagarrer, ils sont allés les chercher. Ils ont une 4e opération qui devrait arriver et c'est dans le cadre de cette 4e OP où ils ont fait une négociation en direct vendeur, donc sans intermédiaire, sans agence IMO, où les vendeurs ont finalement abdiqué de 5 000 € de plus sur la négo. De mémoire, le bien était affiché 385 000. Ils avaient fait une négo à 360 000. De toute façon, c'était un bien où il n'y avait pas énormément de marge parce que c'était un bien qui avait pas beaucoup de défauts, qui était déjà très rentable sur le prix affiché, et où en plus, il y avait un petit peu de monde en face. Hein, je veux dire, entre guillemets, c'est un bien qui est attiré. Donc les vendeurs étaient en mode, si vous faites une offre à 300 000, c'est sûr qu'on la refuse parce que, entre guillemets, on trouvera quelqu'un qui nous le prendra. Ils étaient tombés d'accord à 360 000. Il y avait des petits trucs à faire sur la toiture et sur la façade de l'immeuble. Ils ont fait passer un maçon. Le maçon estimait qu'il y en avait à peu près pour 10 000. Et ils ont aussi à obtenir que ils fassent avec les vendeurs plus ou moins 50-50 sur le coût qu'il allait y avoir avec le maçon pour reprendre les petites choses à faire. Sinon, dans les apparts, il n'y avait aucun autre travaux à prévoir. Et du coup, les vendeurs ont finalement abdiqué de 5 000 € de plus, ce qui arrive, hein, jusque-là, rien de particulièrement étonnant, si ce n'est que les vendeurs ont quand même glissé dans un mail que, en gros, ils reconnaissaient qu'ils avaient négocié avec talent et qu'en gros, ils leur disaient bien joué pour la négociation parce qu'ils ne pensaient pas le vendre aussi peu cher. Et ça, vraiment, c'est la première fois de ma vie que je le vois. Quand ils me l'ont envoyé, j'étais là en mode, attends, c'est vraiment les vendeurs qui ont écrit ça? Et ouais, c'est vraiment les vendeurs qui ont écrit ça. Donc, comme quoi, les vendeurs sont fair play. Et surtout, encore une fois, bravo à eux, parce que même sur la négociation, que ce soit avec la banque ou avec les vendeurs, ils ont fait un sacré boulot. C'est là que je trouve ça impressionnant, c'est que, surtout qu'à la base, ils ont pas trop des métiers dans la négociation, c'est pas des commerciaux, etc. Oui. Et là, eux, ils se révèlent dans la négo à chaque fois. Sur chaque OP, on voit bien que ça leur plaît de négocier, etc. Et ils ont un vrai skill pour ça. Et tant mieux parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent, finalement. Tout à fait. Et puis, ils ont le truc qui alors, je dirais pas que ça manque, mais je dirais que c'est le truc que tu apprends, qui met le plus de temps à arriver en négociation, c'est les nerfs. C'est le fait de être capable d'accepter que tant pis ça le fera pas et que si ça le fait pas c'est pas grave, ce sera un autre, et là ça te retire un câble de blocage dans le cerveau où entre guillemets tu te dis vas-y, je peux négocier de manière beaucoup plus calme parce que je sais que quoi qu'il arrive entre guillemets j'arriverai à mes fins, et c'est ce qu'ils appliquent à chaque fois, et franchement ça se passe super bien. Donc encore une fois bravo à eux, et ça me permet de faire un petit rebond que si vous voulez faire votre première opération immobilière, apprendre comment négocier avec un vendeur, arriver à avoir vos financements pour commencer à créer votre parc immobilier. Nous aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, d'accompagner des investisseurs là-dedans. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio et on verra ensemble comment on peut faire pour vous amener à vos objectifs. Dernière actu de la semaine pour ceux qui nous suivent sur la fouserie. Moins marrante cette fois. Ouais, je sais pas. En fait, d'un côté oui et d'un côté non. Du coup, je suis retournée à l'hôtel. Ça s'est un peu ça s'est décidé un peu en dernière minute. Pour ceux qui, le savent pas, je pense que personne ne le sait ici, mais j'ai mon petit frère qui est charpentier. Donc Titi pour les intimes. Titi, d'ailleurs, si tu passes par là, encore merci. Et en fait, ça fait là depuis septembre que sur l'hôtel, j'ai un appartement qui prend l'eau parce qu'il y a des infiltrations d'eau depuis le toit. 2 appartements même qui prennent un peu l'eau. Alors, on s'imagine pas des vagues gigantesques, mais en fait, c'est que ça crée de la moisissure, ça doit ruisseler le long des murs. C'est l'humidité, tout simplement. Voilà. Et en fait, c'est pénible parce que ça crée de la moisissure, et en fait, c'est déjà pas une région bien sèche. Donc, en fait, forcément, là, j'ai une locataire en plus qui est particulièrement pénible. Qui râle à propos de ça, et surtout j'ai un grand T2 qui est censé se louer parce que c'est le meilleur de tous, et en fait l'agent immo ne veut pas me le louer tant que ce problème n'était pas réglé. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver de couvreur qui soit honnête. On avait déjà fait passer quelqu'un pour vérifier le toit. Il m'a dit oui, j'ai bougé une tuile, etc. Ça devrait régler le problème. Rien du tout. Heureusement, je l'ai pas payé, mais il m'avait refait un devis pour une gouttière, c'était 800 €, je sais pas quoi. Donc en fait, depuis, je suis très raide sur
Sur les artisans, j'avais encore une proposition à 4 000 € pour tout ce qu'il fallait refaire. Celui-là, je pense que c'était plus ou moins honnête, mais en fait, j'ai la flemme de mettre 4 000 € là-dedans, et surtout, en fait, j'ai peur de me faire arnaquer. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon frère, voilà, j'ai montré où est-ce qu'on pensait que le problème venait, etc. Et il a pris 2 jours pour descendre, parce qu'il habite Angers en plus, donc rien à voir. Donc on est dans la région de Bordeaux, hein, on est dans la périphérie de Bordeaux, un peu plus loin que Bordeaux, mais quand même pour vous situer. Et moi j'habite Montpellier, donc on s'est rejoint au milieu entre Angers et Montpellier, et on a refait le toit cette semaine. On a refait le toit et au final, au début il m'avait dit ouais, je pense que vraiment ça ira. Enfin, je te garantis rien, mais je pense que ça le fera pas en 2 jours, etc. Heureusement, j'ai une copine qui est venue avec moi pour passer un coup de main. D'ailleurs, je sais pas quelle mouche l'a piqué. Franchement, moi, j'aurais jamais dit oui, un truc comme ça. Donc, j'ai chargé tout ce que j'ai pu dans la voiture. J'ai piqué un échafaud à mon père. Vraiment, j'ai pris tout le matos que je pouvais, etc. Et donc, on a reposé toute une gouttière. On a replacé les tuiles. Ni choquée, un peu déçue, mais pas choquée qu'en fait Enedis ont fait n'importe quoi sur la pose de nos gaines. En fait, ils ont déplacé des tuiles en posant les gaines, donc encore une fois, celui d'avant n'avait pas bien fait son travail parce qu'il avait rien replacé. Et surtout, en fait, ils ont foré dans le toit et dans les tuiles, et en fait, ils ont pas étanchéifié leurs trous, d'où le fait que quand il pleut très fort, forcément, ça coule. Et pareil, la gouttière, en fait, ne tenait plus, et ça, je pense qu'ils l'ont abîmé parce que on n'avait jamais eu ce problème avant qu'Enedis intervienne. C'est pour ça qu'on est, depuis septembre, là, je comprends pas, mais en fait, c'est depuis qu'ils sont venus qu'on a des gros problèmes d'infiltration. Donc on a refait le toit, et oui, vas-y. Oui, j'allais dire parce que du coup, l'hiver dernier, on n'avait pas de problème. Non, on avait zéro problème, en fait. Et c'est vrai que c'est entre-temps où ils sont intervenus. Et en plus, la plus grosse dinguerie là-dedans, c'est que malgré qu'ils aient foré dans le toit, les gaines ne passent finalement pas par là, elles passent en façade. Exactement. Donc en plus de nous avoir fait... Et c'est pour ça qu'on s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire que à la base, c'est eux qui avaient décidé de le faire passer dans le toit. Ils nous ont dit c'est pas possible. Ils nous ont demandé pour faire passer en façade. Et en fait, on vient seulement de se rendre compte qu'ils ont quand même essayé de le faire dans le toit sans nous le dire et sans nous faire signer normalement de décharge. Parce que j'en ai parlé avec un maître d'œuvre qui m'a confirmé qu'en fait normalement Enedis sont censés faire signer des décharges quand ils vont sur les toits parce que justement ils le savent que ça peut créer des problèmes d'étanchéité. Donc en soi tout le monde nous dit ah mais faites un constat d'huissier, allez en justice, etc. On n'a plus le temps. là j'en ai marre en fait. On va se lancer dans rien du tout contre Enedis, tant pis. Hein. Écoutez, on a déjà dit dans ce podcast tout le mal qu'on pense de cette entreprise et du système dans lequel elle s'insère et de plus ou moins tout ce qui s'apparente de près ou de loin à l'État français. Donc entre guillemets, on va pas se lancer dans des procédures judiciaires où de toute façon on tombera sur un juge qui n'entendra pas notre cause. Donc voilà, bref, on tourne la page. Tu as été, heureusement que tu avais pu aller réparer ça du coup. Ouais, avec mon frère, on s'est rendu compte quand même qu'il manquait de l'isolation par endroit. Alors ça, c'était un peu improbable. Il y a des fois où c'est isolé, des fois ça l'est pas. Donc on a remis de l'isolation là où il en manquait. On a refixé toutes les gouttières neuves. Il s'est passé plein de choses. Mais là où on veut en venir avec Julien, c'est qu'on pense que l'hôtel est... Bon, il y a des mauvaises énergies parce qu'en fait... Je peux dire hanté. Ouais, là, franchement, il y a des trucs, c'est improbable. Pour ceux qu'on suit, on a eu un dégât des eaux. Tu lui en parles? Non, mais oui, vas-y. En fait, ouais, c'est pas une blague. À chaque fois, donc on va vous le dire, on va faire exorciser cet immeuble. Là, vous rigolez. À chaque fois que j'explique à quelqu'un, c'est la même réaction, elle rigole. Puis là, quand je vais vous énoncer tous les faits qui nous ont amenés à penser qu'on devait le faire, vous allez nous répondre, allez-y, faites-le. Parce que ça nous a pris cette semaine parce qu'en fait, on en parle depuis suffisamment dans ce podcast pour que vous sachiez à quel point on a eu des problèmes sur ce projet. Et moi, j'avais tendance à dire dans mon métier que quand ça part de travers, ça va de travers jusqu'au bout. Là, on a sur pas mal de points dépassé le hasard et les coïncidences qu'il peut y avoir entre des choses qui se passent mal. Parce qu'entre guillemets, moi je suis quelqu'un d'assez terre à terre dans la vie. Je considère qu'on a autant de chance que de malchance et que globalement, on a plein de projets qui se passent très bien. Il y en a d'autres qui ramassent un peu plus. Effectivement, vous le savez, on a d'autres projets où maintenant ça va mieux, mais on a eu quelques problèmes par le passé, mais rien qui sortait de l'ordinaire la faute à pas de chance et de l'aléa. Là, on a un appartement, c'est la 3e fois qu'on a un miroir qui se brise tout seul. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et Marie l'a montré sur Instagram cette semaine, on a une fuite d'eau propre. On a un raccord qui a sauté. Sur l'arrivée d'eau principale de l'immeuble, dans un mur, on a un manchon qui a explosé. Ouais. Et en fait, c'est la 2e fois qu'il explose en 3 mois. Et en fait, la première fois, il fuyait. Et
qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit, vraiment, les plombiers, ils ont fait n'importe quoi, ils l'ont pas serré, etc. C'est la conclusion qu'on avait eue. On a envoyé notre propre plombier réparer. Donc, dédicace à lui, Xav, si jamais tu passes par là, j'ai full confiance en lui. Et lui se souvient très bien avoir posé ce manchon. Il m'a dit, Julien, je l'ai serré si fort que ça aurait dû tenir 10 ans. Le truc était littéralement explosé. Alors, on peut encore se dire que peut-être qu'il y a des petits problèmes de pression. Je le sais, hein, j'en ai parlé avec 2 investisseurs en France. Nous, dans le sud, on n'a pas trop de problèmes de variation de pression dans les tuyaux d'eau, mais il y a des régions où ça peut être le cas. À ma connaissance, Bergerac ce n'est pas le cas, et j'ai aucun autre investisseur qui m'ont évoqué ce type de problématique. Et là, vraiment, le manchon était explosé, et en plus exactement au même endroit, sur l'arrivée d'eau principale. Donc du coup, en général, la personne me dit, mais sinon, c'est parce qu'on vous en veut, on vous sabote. Ce manchon était derrière un mur de placo dans un appartement fermé à clé, et entre guillemets, pour que quelqu'un y accède, il y aurait des traces d'effraction, c'est pas possible d'y aller. Donc vraiment, ce truc a explosé tout seul pour la 2e fois en 3 mois. Ensuite, autre point, nous avions installé des panneaux de bois qui permettaient de casser le vis-à-vis avec le voisin. Vous savez, je pense que vous les avez vus. Si vous avez vu nos stories où j'étais allé avec un ami refaire le parking avec des graviers, faut savoir que ces panneaux de bois étaient posés un vendredi par un artisan. Ils ont été arrachés par une tempête le samedi. C'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et c'est-à-dire qu'en fait, en plus, c'est une région, bon, il pleut, mais c'est pas non plus, c'est pas la Bretagne, quoi. Ouais, Je veux dire, c'est pas une région particulièrement connue pour les tempêtes. On n'est pas au bord de l'eau. Voilà, c'est juste, il y a des petits orages de temps en temps, mais là, c'était vraiment une tempête en mode, la plupart genre, justement, j'avais eu des couvreurs au téléphone, juste après, ils m'avaient dit qu'ils avaient jamais vu ça et qu'ils intervenaient sur tous les toits partout. Donc, vraiment, pour vous dire à quel point on n'a pas de poisse. On a eu un nombre de fuites d'eau sur quasiment toute l'installation qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire ça dépasse même avec des mauvais plombiers qui font n'importe quoi. On peut pas avoir autant de fuites d'eau. Je vous donne un dernier exemple. On a un bac à douche qui a été vérifié par notre plombier, qui n'avait pas de soucis, qui ne fuyait pas, qui d'un coup se met à fuir. Et en fait, ça n'a aucun sens parce que dans l'immobilier, soit ça a mal été posé, ça fuit dès le début, soit c'est que c'est étanche, ça tient, et avec le temps, l'usure, etc., ça fuit. Là, ça peut pas être bon il y a un mois et fuir aujourd'hui. Il y a un truc qui a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Autre. Moi, le miroir, ça me trigger. Il a été pété 2 fois, donc une fois par je sais pas 3 fois du coup. Attends, 3 fois. Première fois, il se casse tout seul, donc juste, il avait été posé, il fissure. Deuxième fois, c'est l'agent IMO qui passe un coup de chiffon dessus, il se brise instantanément tout seul, sachant qu'encore une fois, la première fois, on se dit, bon, l'artisan l'a tellement mal posé qu'il s'est cassé. Deuxième fois, c'est notre plombier qui a posé le miroir, et des miroirs, il en pose des centaines par an, donc entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'il ait moins bien posé celui-là qu'un autre. L'agent immobilier passe un coup de chiffon dessus, il se brise, et l'agent immobilier, on le connaît, c'est quelqu'un on l'a vu plusieurs fois, c'est quelqu'un de assez minutieux. Il n'y a pas de raison qu'il ait volontairement cassé notre miroir, ou qu'il ait mis un coup dedans, ou en tout cas, il nous l'aurait dit. Enfin, je veux dire, un miroir, c'est 20 €. Il n'y a pas de raison qu'ils nous disent qu'il s'est cassé tout seul s'il l'a cassé volontairement ou même sans faire exprès. Troisième fois, vas-y, raconte-la. Troisième fois, du coup, en fait, j'avais un miroir qui était pas bonne dimension. Donc, je vais dans un bricomarché pour acheter un miroir aux bonnes dimensions. Le mec nous propose de découper directement dans un miroir. Il nous demande les dimensions. On dit 70 par 70. Il découpe. Et d'un coup, on entend cling comme ça. Et il dit, putain, merde. En fait, il a posé le miroir dans le papier bulle pour nous le donner. Le truc a explosé. Le truc a explosé. Il était vert. Il disait, putain, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je casse jamais les miroirs. Je sais pas qu'on appelle ça le métier de ceux qui coupent les miroirs. Je pense non, que ça doit avoir un nom. Et c'est surtout que c'était le dernier de cette dimension-là. Punaise. J'étais verte. Bon, bref, résultat, on a pris un chouille plus petit. Mais j'étais dégoûtée, quoi. Franchement, mais qu'est-ce que c'est Et en fait... c'est vrai que moi je disais franchement je vais passer de la sauge mais pour rigoler parce que le plombier du coup je l'ai appelé en pleurant, d'ailleurs encore désolée Xav d'avoir pleuré mais je lui disais pour rigoler franchement je vais amener de la sauge, et en fait je sais qu'il t'a rappelé après en mode oui faites de la sauge, faites un truc, parce que c'est vrai que franchement et plusieurs personnes me l'ont dit, parce que ensuite, autre point qu'on a, on gère des locataires depuis plus de 8 ans. On a eu des mauvais payeurs, on a eu des locataires sales, on a eu des cafards, on a eu un arrêté d'insalubrité, on a des gens qui voulaient pas partir, des gens qui des fois ont même pu se montrer violents ou menaçants.
on n'a jamais eu des Casse-couille aussi pareil. gros emmerdeurs que les locataires Ouais. qu'on a sur ce bien-là, alors que vraiment les appartes Ils sont nickel, ils sont neufs. parmi les meilleurs appartements qu'on a jamais eu parce qu'ils sont neufs. Et on comprend pas pourquoi les gens sont aussi agressifs. Alors on s'était dit que c'était la région, etc. Et d'un coup on se dit que c'est peut-être le bien parce que par exemple, je sais même plus si on avait parlé dans un des épisodes, mais on a un des locataires qui a pété les plombs et qui s'est montré extrêmement agressif au téléphone parce qu'en fait il s'est rendu compte que l'interrupteur de son volet était à l'envers, en mode quand vous appuyez sur haut ça faisait bas et quand vous appuyez sur bas ça faisait haut. Outre que c'est pas un problème et que dans le pire des cas, allez, on a envoyé quelqu'un, il était Ah extrêmement ouais. agressif pour cette histoire et on ne comprenait pas. Et tous les autres locataires se comportent De de cette cette façon-là. manière, à tel point qu'on a été jusqu'à déléguer la gestion à l'agence. La réalité de pourquoi on avait délégué la gestion à l'agence, c'est parce qu'en fait on les supportait plus et qu'on se disait c'est pas possible qu'ils soient comme ça. L'agent immobilier n'en peut plus. Ouais, il en a marre. Et là, il veut. Et Ouais. et l'agent immobilier a décidé de vouloir arrêter de mettre nos appartements à la location parce qu'en fait Ça m'espante encore. Heureusement que je suis assise parce que vraiment, ouais, ça m'espante parce que en fait trop de problèmes, sauf qu'encore une fois que des trucs à pas de chance entre guillemets. Si vous voulez, moi je me mets à la place d'une agence immobilière, vous aviez des mauvais propriétaires en face qui louent des taudis insalubres et qui refusent de faire des travaux. Oui, à un moment donné vous désolidarisez. Le truc c'est que les apparts ils sont neufs, que à chaque fois qu'il y a un problème qui apparaît, et les problèmes ont été nombreux parce qu'encore une fois c'est ce qu'on vous dit, qu'on a dépassé les coïncidences et les choses comme ça, on a toujours réagi. Par exemple, dès qu'on a su pour le toit, la semaine d'après tu t'es déplacé avec ton frère pour régler le problème. La fuite d'eau, c'est un miracle que tu étais sur place et que l'arrivée d'eau qui en 25 mm a explosé. La veille, j'achète des bottes de pluie. J'étais la seule à pouvoir marcher au milieu de Ouais. l'eau parce que j'avais des bottes de pluie. Et naturellement, forcément, l'arrivée d'eau de l'immeuble explose, naturellement, plus personne n'a d'eau. Donc, ça aurait pu rester des semaines comme ça si si t'avais pas eu la chance d'être là, d'avoir les clés, de pouvoir aller dans l'appartement qui était concerné. Je rentre dans le local technique, je vois par le passe-plat qui donne. En fait, le local technique donne sur la terrasse de ce bien-là. Et je regarde par le passe-plat, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a des vagues dans l'appartement? Vraiment, c'était con. C'est avant de capter qu'en fait, c'est le raccord. Et qu'il y avait des dizaines de mètres cubes d'eau qui étaient en train de se déverser dans l'appart. Et du coup, l'agent immobilier commence à vouloir refuser de louer les appartements. Et en fait, on comprend plus. On se dit, mais attendez, mais pourquoi tout le monde nous lâche? Et en fait, on a l'impression que genre tout le monde se met contre nous là-bas. Et c'est vrai que du coup, on en vient à se dire, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une énergie négative qui Je sais a pas. un Surtout niveau. que l'agent immobilier, il est sympa comme tout. Là, je l'ai revu. Il y avait pas de raison qu'il shift comme ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue contractuel, Il peut pas. il peut pas. Bah Donc, oui, parce qu'en fait, c'est un professionnel. À partir du moment où vous avez signé un mandat, il est obligé de les proposer. Il peut pas. En fait, si vous pouvez pas mettre fin à son mandat de gestion, lui, il peut pas mettre fin à son mandat de gestion de son côté, sauf s'il y a une faute. Mais en soi, nous, on n'a pas fauté. C'est la faute à pas de chance. Je veux dire, entre guillemets, même comme tu disais, là où il y a eu une petite infiltration sur toi, il y a de l'humidité, il y avait une petite tache d'humidité au plafond. Allez hop, on réenduit, on ponce, on repeint, on refait ce qu'il faut. Donc, je ne comprends pas que le sort s'acharne autant pour nous là-bas. Et d'un coup, quand on se souvient qu'en fait on a acheté un ancien hôtel à l'abandon depuis plus de 20 ans, dont une partie avait brûlé, qui appartenait à une famille qui se sont qui se déchirés. sont déchirés pendant 20 ans, ça a été jusqu'en cassation leur histoire. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas très bien, vous avez la première instance, puis vous avez l'appel, et si pendant l'appel on estime qu'il y a une règle de droit qui a été mal interprétée, vous pouvez aller jusqu'à faire informer un pourvoi en cassation, c'est 12 ans de procédure. Ouais. Et ils ont été jusqu'à se faire 12 ans de procédure, ils ont dépensé je pense plus que la valeur du bien en frais d'avocat. Ouais. Pour savoir à qui ça revenait. Et du coup, les propriétaires originels sont morts. Je commence à me demander où. Bah, du coup, je me pose la question aussi. Et je pense que il y a un truc qui va pas ici. Alors presque, j'ai dit en rigolant, je dis Conjuring 5, on va le tourner dans notre immeuble. Les dossiers la prochaine fois, on va voir des tournevis qui vont voler en l'air et tu sais, on vous racontera une histoire comme quoi en fait l'immeuble a été construit sur un cimetière indien, mais mais non, sans exagérer, ouais, c'est la première fois dans l'immobilier qu'on en vient là. Mais la plupart des gens, une fois qu'on raconte ça, ils nous disent en fait, allez-y, faites-le, ça coûte rien. Et c'est vrai que si ça se trouve, ça va conjurer le mauvais sort parce que vraiment, on a dépassé le pas de chance. Vraiment, on a dépassé le truc de en fait ça doit arriver et vous savez des fois ça va de travers. Non, là c'est plus que ça va de travers, c'est qu'en fait on a un nombre de problèmes inimaginables et je pense que là même il y en a certains qui doivent même plus nous revenir ou doit y avoir même encore d'autres trucs si on recherche. Enfin quand on refait le lien de tout ce chantier qui s'est mal passé, où en plus Enedis aussi ils ont eu plein de problèmes. Enedis à la fin ils en pouvaient plus. Ouais, ils voulaient plus aller sur notre chantier. Ils voulaient plus aller sur le chantier. Le notaire à l'origine il voulait pas signer. Tu te souviens, on avait perdu plus de 4
mois avec le pour chat, signer sans aucune raison. C'est la première fois que sur une notre opération, ça dossier, il nous est le resté faisait. bloqué à la mairie, notre permis de construire. Elle l'avait ouverte, il avait été attribué à personne. Ouais, Pendant 3 mois, j'étais là, mais et qu'est-ce que vous faites? Enedis, ils nous ont effacé le dossier, il a été recréé, tu te souviens? Ouais, c'est On avait vrai. un double dossier et en fait, ils ont effacé le mauvais, du coup, on a dû recommencer à On 0. n'avait pas les solutions techniques alors qu'elles avaient déjà été faites, ouais, c'est vrai. Exactement. Oh punaise, tabarnak, là, on Non, se mais rappelle de plein de trucs, il ouais. s'est passé, parce que là, on est fatigué, hein, ça fait 2 ans et demi qu'on y est et en fait, depuis le début, on aurait dû, donc je sais pas, on va faire venir, un exorciste ou Un on va chaman, je ne sais pas qui il faut faire ou une venir. médium ou j'en sais rien. Si vous connaissez quelqu'un d'efficace dans l'immobilier, vous avez déjà eu le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un DM. Enfin là, on a déjà quelqu'un, parce qu'il faut savoir, dans ma famille, il y a certains gens Certains gens. qui sont assez penchés là-dessus. Je les ai missionnés, ils ont dit t'inquiète pas, Ça je peut m'en se occupe. passer. Ça c'est mon affaire. Donc je laisse faire. S'il faut, on les amènera là-bas pour que ils fassent leurs incantations sur place. J'en sais rien, mais vraiment il faut faire quelque chose. Franchement, c'est pas possible. Là, il nous est arrivé trop de trucs. Cette semaine, c'était des trucs de trop. Cette semaine, vraiment, j'ai vrillé en mode c'est pas possible. Ouais, Ça peut pas arriver. non, j'avoue. Franchement, ouais. Après bon, c'est la vie d'artiste, Donc voilà, comme on dit, hein. à bout de 8 ans d'immobilier, nous allons aller jusqu'à faire un exorcisme sur un de nos immeubles. On Nous vous vous dira raconterons comment ça s'est on vous passé. dira si c'est bien ou pas. Exactement. On espère juste que ça s'appelle comment dans Conjuring? C'est Valak. Valak, Valak. Barak. Il y a pas Valak qui va spawn et que tous les miroirs vont se mettre à se casser et que on va avoir des corbeaux et les 7 plaies de l'Apocalypse les 7 plaies d'Égypte pardon qui vont se manifester. Mais écoute, on vous tiendra au courant. De savoir si ça se passe mieux une fois Ouais. que l'exorcisme est fait. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous aide au niveau de l'algorithme. À nous suivre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream. On vous partage un petit peu de notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.